le même conseil avait déjà proclamé Laurent Gbagbo, président de la République. Et donc, ce conseil proclame tour à tour les deux candidats au dernier tour des élections, président de la République. En 2005, au Togo, la Cour constitutionnelle recevait la prestation de serment de M. Faure Gnassingbé après un coup d'État consécutif au décès de son père, alors que la constitution togolaise déclarait les coups d'État un crime imprescriptible. Et pourtant, cette Cour constitutionnelle recevait cette prestation de serment. Il a fallu donc la mobilisation populaire pour mettre fin à ce forfait. Ce n'est pas tout. Mamadou Tandja également, qui devait donc céder son fauteuil à la fin de l'année 2009, après deux quinquennats, a dissous la Cour constitutionnelle au Niger. Parce que cette Cour s'était opposée par des arrêts à son référendum. Et ce référendum visait à modifier la Constitution. On pourrait, à première vue, dire qu'il s'agissait d'un problème de constitutionnalité. Non, parce que l'enjeu même de la modification de cette Constitution, c'était de permettre à Tandja d'être encore candidat à un troisième mandat. Donc, toute évidence, cette décision donc, de la Cour constitutionnelle au Niger s'inscrit également dans les processus électoraux. Alors, au regard de ces trois exemples, on peut déjà dire que tout cela fait présent. Les cours constitutionnels dans les processus électoraux en Afrique, donc cette question mérite d'être largement débattue. Vous comprenez donc l'intérêt du sujet qui nous a été proposé. Nous parlons de l'Afrique, les cours constitutionnels dans le processus électoral en Afrique. On reconnaîtra d'abord que l'Afrique est plurielle. Même si nous nous limitons simplement à l'Afrique noire francophone, et ayant la même tradition juridique, on peut dire que les choses ne se passent pas exactement de la même façon dans tous ces pays. Mais malgré ces différences, il y a aussi des constances. Sur ces constances, nous dirons que les cours constitutionnels, ou selon certains pays, les conseils constitutionnels, ont presque les mêmes attributions. On peut les regrouper autour de deux idées fondamentales. C'est d'abord le contrôle de constitutionnalité des lois et la régularité des élections. Ces deux apparaissent dans presque toutes ces constitutions. Dans ce dernier cas, je parle donc de la régularité des élections. L'intervention des cours constitutionnels jalonne tout le processus. D'abord, sur la recevabilité des candidatures, ils interviennent. Nous nous rappelons ici que la Cour constitutionnelle togolaise avait, pour quelques débuts près, rejeté la candidature de Kofi Annan à l'époque. Et ces cours interviennent également dans la régularité même des opérations de vote et aussi se prononcent sur les dates d'ouverture des
du scrutin. Nous nous rappelons que la Cour constitutionnelle du Togo, dans 2 décisions, a rendu des avis contradictoires donc, lors des dernières élections, comme si et à chaque année correspondait une interprétation. Mais le contrôle de constitutionnalité est moins source de tension. Pourquoi est-ce que dans cette mission il n'y a pas de tension? C'est que les décisions souvent rendues par les cours constitutionnels s'agissant du contrôle de constitutionnalité, ces décisions souvent, ou très souvent, un caractère impersonnel et général. Il s'agit pour la Cour de se prononcer, de vérifier si cette loi est conforme à la Constitution, et puisque en général la loi elle-même est impersonnelle, et ça cause moins de tension. Parfois, c'est vrai, et cette tension d'une loi ne fait pas plaisir au pouvoir. Et il s'agira aussi parfois de définir les limites des influences des institutions. Jusqu'où s'arrête l'institution du Parlement et jusqu'où commencent par exemple les pouvoirs du gouvernement. Mais lorsque nous entrons dans le processus électoral, la Cour doit en ce moment se prononcer sur une cause précise, dans laquelle un citoyen, il ne s'agit pas d'une personne anonyme, un citoyen justiciable, identifié, est parti. Et on pourrait même dire qu'on plante en présent donc 2 citoyens, donc 2 candidats, tous ayant les mêmes droits. Et dans ce cadre, la proximité du juge constitutionnel avec l'une des parties peut compromettre la qualité de sa décision, mais aussi peut rendre sa décision suspecte. Et cette suspicion est légitime. Si je suis candidat de l'opposition, il doit être jugé. Ou si les juges qui doivent se prononcer sont du parti au pouvoir, j'ai toutes les raisons d'être inquiet. Ce sont donc ces considérations qui sont à la base de certaines exigences légales et dans un État démocratique pour que la justice puisse être considérée comme démocratique aussi. Le juge doit être impartial. Le juge doit être indépendant. Le juge ne doit se soumettre qu'à la loi. Et nous comprenons donc que dans le système normal, lorsqu'un juge ne remplit pas ces conditions, il est permis au justiciable de récuser le juge. C'est-à-dire de dire que ce juge, vu sa situation, elle ne me paraît pas suffisamment offrir toutes les garanties d'indépendance. Par conséquent, je ne souhaite pas être jugé par ce juge. Et lorsque les motifs avancés sont bien légitimes, sont bien justifiés, effectivement, le juge sera révisé. Dans la littérature se rapportant donc à la réflexion de l'indépendance de la justice, on admet aussi que la désignation des juges joue un rôle essentiel dans les garanties offertes donc aux justiciables. Et ce mode de désignation influence bien évidemment aussi son indépendance. Outre les désignations, il faut aussi d'autres garanties. Par exemple, l'inamovibilité du juge, qui n'est pas un privilège offert au juge, mais on pourrait considérer cela comme une sécurité offerte plutôt aux justiciables, pour éviter donc que le juge ne soit soumis aux influences. À ce juge également, on offre souvent des garanties procédurales. Par exemple, en cas de sanction du juge, il faut le soustraire de la crainte des sanctions intempestives. Et s'il est sous cette crainte, il peut nous rendre des décisions qui soient équitables. Et c'est certainement à ce qu'on pourrait attendre du juge qu'il soit probablement
impartial. Nous parlons de culpabilité pour la simple raison que, même si on offre tous ces garanties, on n'est jamais sûr que le juge se trouvera ou sera toujours impartial. Et le juge constitutionnel devrait-il échapper à ces exigences dans sa fonction de contrôle de régularité du processus électoral, processus dans lequel les risques d'acquittance sont encore plus accentués que dans un simple procès civil? La réponse à cette question nous paraît évidente. On devra répondre clairement par la négative, à moins que des garanties équivalentes résultent donc d'un mécanisme alternatif. Si le juge constitutionnel n'offre pas toutes les garanties que nous venons d'énumérer, bien évidemment, cela posera problème. L'analyse de la situation des juges constitutionnels dans les pays africains, donc l'Afrique noire francophone, nous permet de relever des garanties, des garanties suffisantes nécessaires à leur mission et n'est pas établie. Ces garanties ne sont pas totalement offertes. On peut se demander si l'intervention du juge constitutionnel participe d'une réelle volonté d'assurer une garantie démocratique ou au contraire constitue une sorte de trompe-l'œil qui donne une certaine impression de crédibilité. C'est à la recherche donc des éléments de réponse à cette préoccupation que nous convie les développements que nous ferons et nous les articulerons autour de deux idées. Nous déduirons qu'il y a une illusion de démocratie et qui découle aussi des garanties illusoires de démocratie. Donc, première articulation, des garanties de démocratie illusoires. L'électoraux s'apparente à des garanties illusoires et cela tient à deux raisons. D'abord, c'est leur mode de désignation qui se trouve vicié et ensuite on hypothèque leur indépendance. Le mode de désignation vicié. Nous allons ici interroger l'histoire parce que on se rendra compte que si aujourd'hui les juges très souvent sont recrutés par concours, cela n'a pas toujours été le cas. Et en France et sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, on dit que c'était la vénalité des offices. Mais après la Révolution, il y a eu plusieurs essais. On a pensé choisir les juges par élection. On a pensé choisir les juges par cooptation. Et on a pensé aussi choisir les juges par recrutement donc à la suite d'un concours. S'agissant d'abord de la cooptation, ce mécanisme devait permettre aux juges déjà établis en tant que juges de choisir leurs collègues. Mais la réflexion a révélé qu'un juge borgne va préférer s'adjoindre un juge aveugle pour éviter que le juge bien déclaré ne le supplante. En conséquence, ou bien plus relativement, on aboutirait à une médiocrité du corps. Ce qui a expliqué, ce qui justifiait que l'on puisse écarter finalement ce mode de désignation. On a pensé aux élections du juge, à l'élection du juge. Mais une nouvelle crainte, si le juge devait être élu au suffrage universel, est-ce que cette décision ne tiendrait pas compte de l'appartenance politique du justiciable qui l'a devant lui? Si, pour être élu juge, j'ai été soutenu par le PSR, quand je verrai le militant du PSR devant moi, il est probable que je me rappelle
donc des avantages que son parti m'avait accordés. Raison pour laquelle, effectivement, ce vote également a été écarté. Même si aujourd'hui, on admet parfois l'élection des juges, on le fait dans un contexte tel qu'il n'y ait pas d'interférence politique. Le principe donc, du recrutement sur concours a été retenu dans la plupart des pays pour assurer à ce juge une indépendance. Nous rappelons tout ce contexte simplement pour analyser la situation du juge constitutionnel africain. Nous constatons que dans les constitutions africaines, pratiquement toutes les constitutions, donc de l'Afrique noire francophone, soit les juges constitutionnels sont nommés par le président de la République. En totalité, je crois que au Sénégal, le président de la République nomme les 5 juges constitutionnels, ou en partie par le chef de l'État, en partie par le Parlement. Au Togo, par exemple, c'est le chef de l'État qui nomme 3 membres donc, de la Cour constitutionnelle. Les 6 autres sont nommés 3 par l'Assemblée nationale et en principe 3 par le Sénat. Et en attendant que le Sénat ne soit mis en place, c'est l'Assemblée nationale qui nomme 3 et 6. Mais nous voudrons rappeler d'abord que, s'agissant de la composition, par exemple, du Sénat, selon notre Constitution toujours, le tiers des membres du Sénat est nommé par le président de la République. Ce qui signifie bien évidemment que, dans une certaine mesure, il aura la maîtrise donc, du Sénat. Alors qu'il maîtrise le Sénat, il demandera à ce Sénat de nommer des juges constitutionnels, et je ne crois pas que ce soit des nominations qui soient en défaveur du président de la République. Et il importe aussi de préciser quelque chose qui est singulier dans la Constitution congolaise. On nous dit clairement que parmi les 3 juges nommés par le président de la République, forcément un doit être nommé en fonction de ses compétences. Il en est de même du Sénat, il en est de même de l'Assemblée nationale. Mais si un seul est nommé en fonction de ses compétences, les autres sont nommés en fonction de quel critère? Peut-être, comme on pourrait dire, la docilité, il faut qu'il soit politiquement docile, il faut qu'il soit réceptif aux ordres qu'on pourrait lui donner. Et lorsqu'on voit en vous peut-être un juge compétent, mais un juge intègre, probablement que ce critère devrait suffire à vous écarter, puisque bien évidemment, le président n'aimerait pas être jugé par des juges intègres. Il est possible peut-être que dans la salle, on peut me dire, oui, écoutez, en France aussi, puisque c'est un pays souvent qui nous inspire, les juges constitutionnels sont nommés aussi par le président de la République, par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Mais attention, nous n'allons pas nous consoler de ces fausses analogies. En France, on remarquera que les juges sont nommés pour 9 ans non renouvelables. C'est d'abord une différence essentielle. Mais le contexte aussi permet d'éviter que le président en place n'ait nommé pratiquement la totalité des juges. Parce que quand vous vérifiez l'alternance politique qui existe en France, aboutit au fait qu'on ne peut pas à un moment donné obtenir une cour constitutionnelle qui ne soit nommée que par les institutions en place, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale qui est en place, le président du Sénat qui est en place et le président de la République. Et il s'est garanti effectivement
font défaut dans nos pays. Alors, on va, et c'est là donc la deuxième orientation de ce premier axe, relever que les garanties d'indépendance dans nos pays sont des garanties hypothétiques. Je le disais, il n'est pas rare que tous les membres soient nommés par les institutions en place. Mais on remarquera quand même que certains pays échappent à cette logique. Je vous l'ai dit, l'Afrique est plurielle. Et nous pourrions, par exemple, parler déjà du Bénin, où ce n'est pas exactement le cas. En France, on remarquera aussi que les membres du Conseil constitutionnel, ou les anciens présidents plutôt, sont à vie membres du Conseil constitutionnel. Cela voudrait donc dire que ce ne sont pas simplement les nominations qui permettent de composer ce Conseil, et aussi on a l'assurance que les membres ne seront pas tous d'une même tendance politique. Ne seront pas tous d'une même tendance politique. Dans toutes les constitutions africaines, c'est là également peut-être une consolation, des immunités sont offertes aux membres des cours ou conseils constitutionnels, qui ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de flagrant délit. Je dis, c'est une garantie. Mais en réalité, cette garantie ou cette immunité qui est offerte au juge n'aurait de sens que lorsque le juge lui-même ne se sent pas redevable à celui qui l'a nommé. Mais lorsque le juge se sent redevable, et bien évidemment que ces garanties et ces immunités ne serviraient à rien. Et cette situation est souvent reflétée par la règle selon laquelle le juge doit manifester un devoir d'ingratitude à l'égard de celui qui l'a nommé. Devoir d'ingratitude, c'est-à-dire, vous m'avez nommé, mais je ne me soumets pas à vos instructions. Mais, en réalité, quelle est la portée de ce devoir d'ingratitude dans un contexte où la nomination est souvent considérée comme un acte de bienveillance du pouvoir, un cadeau à la famille ou parfois à tout le village? Regardez ce qui se passe dans nos pays. Quand on nomme un ministre, il faut que tout le village dise merci. Et dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un juge constitutionnel qui a été nommé se dise j'ai le devoir d'ingratitude à l'égard de celui qui m'a nommé? C'est inimaginable dans notre contexte. Quelle est la portée du devoir d'ingratitude dans un système dans lequel le mandat du juge constitutionnel est renouvelable, alors que celui qui a le pouvoir de le nommer est encore en place? Prenez le cas donc des membres de la Cour constitutionnelle au Togo. Ils savent que pour qu'ils soient reconduits, cela ne dépendra que de la volonté du chef de l'État, qui contrôle d'ailleurs l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'ils soient ingrats à l'égard de celui qui les a nommés? Et même dans les institutions dans lesquelles l'opposition est représentée, je prends le cas de la HAC, l'Assemblée nationale, rappelez-vous, a préféré lui-même choisir un autre candidat, disons, de l'opposition plutôt que le candidat soutenu par le parti de l'opposition. En d'autres termes, quand bien même les deux étaient de l'opposition, il a préféré l'un d'entre eux sur des critères qu'il maîtrise. Quelle est aussi la portée du devoir d'ingratitude dans un contexte d'absence de transparence, où les juges constitutionnels peuvent bénéficier en toute impunité des largesses du président de la République? Et je crois que cela ne concerne pas que le Togo. Et ailleurs également, je crois que les presses en ont souvent parlé, où le chef de l'État ou les présidents essaient
d'être très bienveillants à l'égard de leurs potentiels juges dans le cadre des procédures et du processus électoral. En réalité, c'est au devoir de reconnaissance ou à l'obligation de soumission qu'on assiste en Afrique, et non pas à un devoir d'ingratitude. Et le comportement de Tandja l'atteste. Si Tandja a dissous la cour, c'est parce qu'il pense que cette cour n'aurait pas dû, aurait dû se plier à ses ordres. Donc c'est un crime que la cour puisse donner un arrêt qui invalide le décret pris par le président de la République. Le revirement de la Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire, nous l'avons dit déjà, confirme aussi cette situation. Bien évidemment, on assiste plutôt à un devoir de soumission, on se soumet au plus fort. Donc, voilà la question posée, le dilemme est là, partant pour nous tous. Nous remercions donc le professeur Boulou et nous allons entrer dans le débat. Nous allons procéder comme tout à l'heure en prenant encore une première fournée de 5 questions. Donnez les noms là. Il y a d'abord Ketko. Pour parler beaucoup aujourd'hui. Non, il y a Kouévi. Bon, je vais me tourner même à Madame Omegavi.